Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 64e émission de Si on parlait de sport. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Pauline Gaston-Candutte dans cette émission spéciale Jeux paralympiques. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de sport paralympique. Et c'est maintenant dans Et si on parlait de sport. Bonjour et merci à nos partenaires qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semper Connect et LG Consultant. Aux partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux olympiques et paralympiques, le magazine Sport Région Occitanie, l'agence de communication Bellombra et Dialogue Sport. Pour nous accompagner dans cette 64e émission, nos consultants spécialistes de sport, André Lafenêtre, directeur général du magazine Sport Région et co-organisateur de Dialogue Sport, Bernard Pujol, vice-président délégué du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, et Didier Don, coach et formateur chez Engage & Talent. Mais avant le coup d'envoi de cette 64e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, parce qu'il n'y a pas uniquement les Jeux Olympiques, on va aussi vous proposer les principaux grands résultats sportifs de la semaine avec Pauline. Oui, on va débuter avec l'Ultra Trail et l'UTMB Mont-Blanc qui a eu lieu à Chamonix. Contre toute attente, le Français Vincent Bouillard s'est brillamment imposé samedi lors de l'édition de l'UTMB Mont-Blanc. 171 km et 10 000 mètres de dénivelé positif en 19h54. Le clan tricolore a signé un doublé avec la deuxième place de Baptiste Chassagne. Donc on est toujours dans la montagne, mais ça sera de l'escalade avec le championnat d'Europe à Villars-sur-Olon en Suisse. Doublé français au championnat d'Europe d'escalade avec les sacres de Sam Avezou et Nailey Maignan en bloc, donc vendredi. Et il y avait en épreuve de difficulté un titre aussi en jeu avec Sam Avezou, lui qui a obtenu la médaille d'argent. Quelques mots de golf avec le PGA Tour, le Tour Championship final des playoffs de la FedEx Cup. En contrôle quasiment permanent, l'Américain Scotty Scheffler, moins de 30, a remporté dimanche son 7e trophée de la saison lors du Tour Championship. Le Français Mathieu Pavon finit sa saison américaine sur une belle 17e place avec moins 11. On passe au tennis avec le fameux US Open et après Carlos Alcaraz, un autre favori de l'US Open a pris la porte. Il s'agit du numéro 2 mondial Novak Djokovic qui est tenant du titre éliminé dès le 3e tour par l'Australien Alexei Popyrin. La tenante du titre chez les femmes, Coco Gauff, américaine, éliminée elle aussi dès les 8e de finale. Chez les Françaises, Jessica Poncher qui était la dernière Française au 3e tour n'a pas pu contrarier la constance d'une Caroline Wozniacki, trop solide pour elle. 6-3, 6-2, il n'y a plus de joueurs et de joueuses tricolores à l'US Open. Passons au cyclisme sur route avec le Tour d'Espagne, la Vuelta. 3 jours après sa première victoire en professionnel, Pablo Castrillo s'est imposé une nouvelle fois lors de la 15e étape dans un final avec des pentes dantesques et dans le brouillard. Ben O'Connor conserve son maillot rouge mais a encore perdu 37 secondes face à Roglic. Cyclisme en VTT, championnat du monde à Andorre, Pauline Fernand-Prévost, battue d'un rien par Elvis Richard en short track. Quelques instants après, le Français Victor Koretsky est devenu, lui, champion du monde dans la même épreuve. Et puis pour sa dernière course en VTT, Pauline Ferrand-Prévost n'a pris que la 14e place à ces mondiaux de cross-country dimanche. En tête de la course de bout en bout, c'est la néerlandaise Puk Petersen qui a été sacrée, alors que l'autre française, Loana Lecomte, a terminé 5e. Chez les garçons, le Français Victor Koretsky est devenu, lui, vice-champion du monde de VTT cross-country derrière le Sud-Africain Alan Atterley dimanche, reconnaissant avoir été battu par plus fort que lui. Et en hockey sur glace, parlons du tournoi qualificatif olympique à Riga, pas qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina d'Ampezzo en 2026. Après sa défaite face à la Lettonie dimanche 5-2, la France, meilleure deuxième des tournois TQO disputés ce week-end, a tout de même une petite chance d'aller à Milan. Et en ce qui concerne le tournoi des 4 nations féminins, l'équipe de France a conclu le tournoi des 4 nations à Füssen en Allemagne par une large victoire sur la Slovaquie 7-0. Et en futsal, un match préparatoire mondial, l'équipe de France de futsal invaincue depuis 16 rencontres s'est inclinée de peu face au vice-champion du monde argentin 3-5 samedi à Orléans. Leur ultime répétition en France avant 2 derniers matchs amicaux qui précédera le mondial en Ouzbékistan du 14 au 6 octobre. Quelques mots de football féminin avec la Coupe du monde des moins de 20 ans. Les Bleus
Bleuettes ont été rattrapés sur le fil par le Canada 3-3 pour leur entrée en lice au mondial des moins de 20 ans disputé en ce moment en Colombie. En football, la Ligue 1 pour la 3e journée, Marseille s'est imposé à Toulouse 3-1. Nantes l'a emporté à Montpellier 3-1 aussi. Ligue 2, 3e journée, Rodez s'est incliné à Dunkerque 1-0. Passons au ballon ovale avec le rugby à 7 et l'Inextenso Super 7 à Pau où Monaco remporte la 3e étape du Super 7 après une finale serrée contre Pau 17-15. Passe de rugby à 15 justement en Pro D2, première journée, première pour Dax qui a dominé Montauban 24-12. Le promu Nice s'est incliné 9-13 face à Béziers au terme d'un match serré, mais a pu arracher un point de bonus défensif. Colomiers, lui, s'est imposé sur le terrain de Mont-de-Marsan 18-16. Quelques mots de MotoGP avec le Grand Prix d'Aragon en Espagne où Marc Marquez sur Ducati Gresini a remporté samedi l'épreuve sprint du Grand Prix d'Aragon, le premier succès de sa carrière dans ce format de course. Leader du Grand Prix d'Aragon du début à la fin, Marc Marquez a récidivé en remportant dimanche la 60e victoire de sa carrière en Grand Prix, 1043 jours après la dernière en octobre 2021. Jorge Martin sur Ducati Pramac a pris la 2e place devant Pedro Acosta. Formule 1, Forza Italia avec le Grand Prix d'Italie à Monza, c'est Charles Leclerc sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix, résistant au retour d'Oscar Piastri sur McLaren dans les derniers tours. C'est la 2e victoire du Monégasque cette saison après Monaco. Parti en pôle, Lando Norris lui aussi sur McLaren complète le podium. Ce fut une furia sur le circuit de Monza. Et pour finir ces résultats de la semaine, parlons de voltige aérienne avec les championnats du monde en Pologne où Florent Audon conserve son titre mondial de voltige aérienne en Pologne. Premier tricolore à réaliser cet exploit. L'équipe de France de voltige, elle, s'offre le sacre de championne du monde. Superbe performance signée Florent Audon, Louis Vanel et Victor Laloué. Voilà pour les principaux résultats de la semaine et sans plus attendre, place à notre première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport, en compagnie de nos consultants André Lafenette, Bernard Pujol, Didier Don. C'est parti. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour avec nos consultants spécialistes de sport dans cette mi-temps avec André Lafenette qui est directeur du magazine Sport Région et co-organisateur de Dialogue Sport. Nous avons aussi avec nous Bernard Pujol, vice-président délégué du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Et notre Didier National, coach et formateur chez Engage & Talent. Un petit clin d'œil quand même parce qu'aujourd'hui, mes amis, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Didier. Voilà, un petit clin d'œil, c'est sympa. Merci à Didier d'être avec nous. Voilà, 2 semaines après les Jeux Olympiques, Paris a de nouveau brillé en accueillant mercredi dernier la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024. Et oui, cet événement s'est déroulé au cœur de la capitale, entre l'avenue des Champs-Élysées et la place de la Concorde, sous un ciel enfin clément. Cette soirée marquante qui a duré 3 heures s'est achevée en beauté avec l'allumage de la vasque paralympique à très exactement 23h34 au Jardin des Tuileries. Ce moment symbolique a été accompli par 5 athlètes français, les porte-drapeaux Nantenin Keita et Alexis Anquincan, accompagnés d'Élodie Laurandi, Charles-Antoine Kouakou et Fabien Lamiro. Mais avant ce grand final, la parade des athlètes a vu défiler 5100 participants représentant les 168 délégations présentes pour ces Jeux. Cette parade a traversé la mythique avenue des Champs-Élysées, comme je le disais plus haut, pour rejoindre la place de la Concorde, devant un public impressionnant de 50 000 spectateurs. Plus contemplative que celle des Jeux Olympiques, cette cérémonie n'en a pas moins été ambitieuse. Elle a mis en avant des messages puissants d'inclusion et de valorisation du corps. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, a d'ailleurs évoqué une révolution paralympique en marche. Selon lui, il s'agit, je le cite, d'une révolution douce, mais qui va changer chacune et chacun d'entre nous en profondeur pour toujours. Une révolution individuelle, mais avec une portée universelle. Un changement soudain. Le 9 septembre, nous nous réveillerons différents. D'ici là, merci Pauline pour cette introduction concernant la cérémonie d'ouverture. Et pour compléter, nous avons réussi à joindre Sabine Salmon, qui est présidente du comité handisport de Haute-Garonne, qui est présente à Paris pour l'occasion et qui nous livre ses impressions. Bonjour Sabine Salmon. Alors, comment ça se passe sur Paris ? Tout se passe très bien, c'est super, très bonne ambiance. Hier soir, nous avons assisté au défilé sur les Champs-Élysées de toutes les délégations, parce que bien sûr, à la Concorde, personne ne pouvait y aller. Mais en fait, au moins, on a mieux vu, je pense, parce que les athlètes sont tous passés et sont repassés dans l'autre sens, puisque les compétitions commençaient ce matin. Donc, très bonne ambiance, même avec les étrangers autour de nous sur la plateforme. La Paris avait bien organisé ça. Tout le monde essayait d'être ensemble, même si on ne se comprenait pas forcément. C'est impeccable. Alors, je précise pour nos auditeurs que tu es président du comité handisport de Haute-Garonne et que tu es donc, et tu nous fais la gentillesse de nous accorder quelques instants alors que tu es en plein milieu d'une compétition. Je crois que ce matin, c'est au badminton avec nos 2 Français en double qui jouent, c'est ça ?
C'est ça. David Touquet, qui est à l'origine du Parabad en France, c'est celui, comme il jouait valide, qui a voulu relancer ça en fauteuil. Et c'est lui qui est à l'origine de ça. Il est de Tarbes et là, il est en double. On croise le doigt. C'est très serré contre le Japon. Bon, on va espérer en tout cas. Profites-en bien. Alors justement, tes impressions comme ça, parce que on a vu l'ambiance qu'il y avait pour les Jeux Olympiques. Là, c'est la première journée. C'est tôt ce matin. Mais globalement, sur Paris et sur tout ce que tu as pu suivre depuis quelques heures, un peu, comment ça se passe? C'est très bien organisé. Il y a du monde partout pour nous guider. Et même les gens extérieurs, alors qui sont là pour voir le jeu ou qui sont parisiens, moi, je trouve que c'est une très bonne ambiance. C'est très sympa, très convivial. Alors qu'est-ce que toi, en tant que présidente d'un comité handisport départemental, tu peux attendre d'une compétition comme ça? Ben, moi, j'espère que tous les petits jeunes derrière leur écran regardent pour les inciter à faire du sport. Hier soir, sur les Champs-Élysées, il y avait un petit gamin là de Paris et qui avait un handicap. Et du coup, j'ai discuté avec lui. Et je lui ai demandé s'il faisait du sport. Alors le papa m'a dit non parce qu'il fatigue à 17h après l'école. Mais voilà, je lui ai dit, ce serait bien qu'après il intègre un club. Maintenant qu'il va voir ça. Et le papa m'a dit, oui, pourquoi pas, parce que c'est très bien. Donc ça va donner envie et c'est ce qu'il faut laisser comme message un peu à tous nos jeunes. Donc effectivement, sur le secteur Haute-Garonne, voire Occitanie, il y a des manières d'accueillir des jeunes en fonction de certains sports. Oui, nous on œuvre pour ça au niveau du comité départemental et on y met toute notre énergie avec les journées jeunes qu'on fait tous les mois. Maintenant on le fait pour les adultes aussi. Alors pour les adultes, c'est pas pour aller au jour. Mais quand on a fait du sport comme moi et qu'on voit cette ambiance, on se dit qu'on aurait bien aimé être à leur place. Bon, écoute, je vois qu'il y a de l'ambiance derrière toi. On a du mal à t'entendre, mais ça nous fait plaisir de savoir que tu la vois et que c'est un beau témoignage pour nos jeunes. Profite bien de ces moments-là et nous, on va regarder bien évidemment. Sache que on va nous relayer ces informations-là dans nos 3 émissions spéciales sur le Paralympique. Merci encore, Sabine, de nous avoir accordé ce petit temps. Avec plaisir, merci à vous. Et puis bon au Paralympique. Merci à toi aussi, à très bientôt, Sabine. Merci. Au revoir. Un grand merci Sabine pour ce témoignage. On va désormais faire un tour de table avec nos invités. En quelques mots, quelles sont vos impressions sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024? Sur l'émerveillement, on avait parlé du nouvel ère sur les premiers Jeux Paris 2024 où on a découvert et on s'est approprié tous ces magnifiques sites, tout le monde a bien pu voir. Et puis on est sur la lancée, le beau temps est là, on est toujours sur le magnifique spectacle avec beaucoup de monde. On reste sur le surfing de Paris 2024. Merci Bernard. André? Je trouve que Paris vit un beau moment, un beau mois d'août et un beau début septembre avec 2 magnifiques cérémonies. Elle était plus compacte mais extrêmement intéressante parce que je trouve qu'elle a dédramatisé beaucoup de choses. Au contraire, elle a mis en valeur. On a vu des spectacles avec des fauteuils, etc. Et je trouve que c'était important pour le message d'inclusion. Pour que ça ne s'arrête pas juste au message d'ailleurs à l'avenir. Didier? Ce que nous montrent ces Paralympiques, c'est en fait qu'aujourd'hui, le corps et l'utilisation du corps, jusqu'à maintenant, c'était quand même un monde relativement caché, un petit peu isolé. Et là, ce sont eux qui sont au spectacle et c'est eux qui font l'émulation et le spectacle du monde. Et surtout, comme c'est quand même des Jeux Olympiques très très médiatisés, ils montrent au monde cette capacité aujourd'hui d'utiliser des activités sportives au même titre que n'importe quel athlète. Et surtout, ce qui est beau, c'est que ils ont un mental de fou. C'est bien mon domaine, mais ils vont au-delà chercher des ressources. C'est comme pour avoir travaillé avec beaucoup d'handicapés dans le sport de haut niveau ou autre. C'est ce qui leur permet d'être vivants, d'exister, d'avoir leur place. Et ça, pour moi, c'est très important. Et encore, merci beaucoup à ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces impressions sur cette cérémonie d'ouverture. On va désormais faire un retour sur les différentes médailles françaises que nous avons eues depuis le début de ces Jeux Paralympiques, à commencer par le jeudi 29 août où nous avons récolté 3 médailles, dont une en or en paranatation avec Hugo Didier qui a décroché son premier titre de champion paralympique sur le 400 mètres nage libre S9. Donc il s'agit de la catégorie qui regroupe les nageurs avec une
une légère déficience de la coordination des bras et des jambes, une faiblesse prononcée d'une jambe ou l'absence de membres. Dans le bassin de Paris La Défense Arena, Ugo Didier a terminé en 4 minutes 12 secondes 55, devançant l'Italien Simone Barlam de près de 2 secondes, 3 ans après avoir remporté l'argent sur cette même épreuve à Tokyo, le natif de Chesnay enrichit ainsi son palmarès avec une nouvelle médaille. Il s'agit de la plus prestigieuse. Alors on va vous parler de toutes ces médailles. Bien évidemment, vous comprendrez qu'on a aussi voulu vous noter un petit peu toutes ces classifications. On y reviendra. Là, on est sur la médaille d'argent qui a été gagnée en paracyclisme sur piste avec Marie Patouillet, qui à l'instar de Tokyo, elle a ouvert la moisson de médailles pour la France en remportant l'argent sur le contre-la-montre 500 mètres en catégorie C4-5 lors de ces Jeux. Cette performance marque la première médaille de la France 3 ans après la 4e place à Tokyo. C'est une belle performance pour notre Française. Et la 3e médaille de ce premier jour de compétition, c'est à nouveau de la paranatation avec Alex Portal. Après la victoire d'Ugo Didier, le public de la Défense Arena espérait célébrer une nouvelle fois la Marseillaise. Cependant, Alex Portal, autre figure de la paranatation française, s'est vu attribuer la médaille d'argent sur le 100 mètres papillon S13. Le Français a tout donné, mais a perdu son duel contre le Biélorusse Yarboki, son principal rival, pour seulement 0,2 secondes. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ces 3 médailles paralympiques ? Peut-être sur Ugo Didier, qui est un local, puisqu'il a démarré à Cugno, je crois, il est au Dauphin du TOEC. J'avais eu la chance de l'interviewer il y a quelques années de ça, après Tokyo, puisqu'il avait fait déjà 2 médailles à l'époque, argent et bronze. Et j'avais senti lors de l'interview qu'effectivement, il allait se préparer pour Paris, avec une approche très scientifique, très cartésienne, et effectivement c'est ce qui s'est passé, puisque je ne sais pas si vous avez regardé la course, mais c'était vraiment stratégiquement très très bien joué. Bravo à lui, c'était une première émotion occitane magnifique. Je parlerai de Marie Patouillet sur le paracyclisme sur piste, où effectivement elle rappelait sa 4e place à Tokyo, et toute l'émotion qu'elle a exprimée de tout ce travail et d'être à Paris, qui l'amène sur le podium, c'est merveilleux. Je pense aujourd'hui au niveau de ces athlètes aujourd'hui, comme j'ai pu parler initialement sur ces athlètes, c'est qu'ils sont portés par un public, sont portés par une foule, et je pense que ces athlètes-là, ils n'ont jamais vu autant de monde qui les encourage, mais ils sont portés par l'environnement, et cet environnement est magique, et on le voit même dans le Paralympique, ils ont su faire venir du monde et les encourager. C'est vraiment quelque chose de grandiose et de magique. Oui, alors effectivement, on va continuer avec la journée du vendredi 30 août, où il y a eu 6 médailles. Encore une fois, on vous le redit, il y a énormément de catégories. C'est assez compliqué de s'y retrouver quand on n'est pas des habitués. Et donc, on va essayer de vous apporter un petit peu d'informations là-dessus. Mais on vous encourage à aller prendre le temps de regarder un peu comment ça marche. Pourquoi telle difficulté, pourquoi telle catégorie. C'est important aussi de savoir que pour une histoire de justice entre les compétiteurs, il a fallu mettre en place un tableau de classification, ce qui explique toutes ces catégories qui sont énormes, puisqu'il y a près de 220 titres supplémentaires par rapport aux Jeux Olympiques, il faut le savoir. Voilà, donc la journée du 30 août avec nos médailles d'or. La première médaille d'or, c'est en cyclisme sur piste à nouveau, avec Alexandre Lyoté en finale de la poursuite individuelle. Il a triomphé devant le Belge Ewout Vrooman. Il remporte ainsi son 2e titre paralympique après Tokyo. Plus tôt dans la journée, Lyoté avait battu son propre record du monde en qualification. Parmi les médailles d'argent du vendredi 30 août, il y a du para-tir sportif avec Tanguy de la Forest qui a décroché l'argent en tir à la carabine à 10 mètres dans la catégorie SH2, battu de justesse seulement 2 dixièmes par le Slovène Francesc Goraz-Tircek. À 46 ans, ce quintuple champion du monde et détenteur du record du monde met fin à une longue attente en obtenant sa première médaille paralympique après 5 participations et 20 ans sans podium. On passe aussi en natation. On a Hector Deneyer pour ses premiers Jeux paralympiques qui est devenu lui vice-champion paralympique 100 mètres brasse SB9 pour ceux qui veulent donc chercher à quoi ça correspond. Il a simplement 19 ans. Il a réalisé un temps impressionnant en 1 minute 5 secondes et 91 centièmes. Il bat ainsi le record de France. Et parmi ces médailles d'argent, il y a aussi du para-taekwondo. Après 3 combats intenses, Jelika Diallo a remporté une médaille d'argent lors de la finale de taekwondo K44 dans la catégorie des moins de 65 kg. Donc K44 qui correspond à un handicap unilatéral d'un bras ou limitation équivalente due à un handicap orthopédique ou absence de doigts de pied affectant sensiblement la capacité à mobiliser les jambes de façon dynamique. Opposée à la brésilienne Ana Carolina Silva de Moura, la française a livré un combat acharné mais a fini par céder dans la dernière minute 13-7. Et médaille de
bronze, il y en a eu 2 ce jour-là, avec toujours dans la natation, après l'argent sur 100 mètres, Alex Portal a décroché une médaille de bronze sur 100 mètres d'eau S13, établissant un nouveau record de France en 59 secondes 0,8 centièmes. Et la dernière médaille de cette journée, c'est toujours une médaille de bronze avec le paratennis de table, où la paire française Fabien Lamiraud et Julien Michaud a remporté la médaille de bronze en tennis de table dans le tournoi double masculin MD4, donc les personnes en fauteuil roulant, battues en demi-finale par les Coréens Jeonjin Jang et Sung Jo Park, tête de série numéro 1 en 4-7. Les deux pongistes repartent néanmoins avec une belle médaille de bronze. Pour Julien Michaud, il s'agit de sa première médaille paralympique, tandis que Fabien Lamiraud, qui avait allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture, ajoute une 7e médaille à son palmarès. Alors, des petits commentaires sur cette journée, ce que vous avez pu remarquer, les anecdotes, comment vous avez vécu un petit peu ces médailles, et peut-être des choses que vous avez remarquées vous-même, messieurs. Je trouve que les athlètes annoncés, enfin ceux qui étaient relativement favoris avant sont au rendez-vous, les athlètes français en tout cas. Et je trouve que ça c'est à noter, parce que le fait d'être devant autant de spectateurs aurait pu enlever beaucoup de moyens. Ouais, c'est ce qui revient souvent. Le spectateur a été un 13e homme, comme on dit dans le jargon, et ça revient beaucoup dans les discours des uns et des autres. C'est ça les a pas inhibés, donc c'est très bien que ça dure. Je reprendrai, et puis Didier, effectivement, en saura plus que nous et nous dira mieux ce qu'il en est sur le plan du mental. André, tu as raison, on a bien perçu les favoris, mais ce qui est remarquable, c'est que l'effet Paris que tous attendaient au sortir de Tokyo, ou pour les jeunes qui arrivaient, c'est qu'on a battu beaucoup de records, qu'ils soient du monde ou que ce soit en qualification, ou des records de France. Donc l'effet, la préparation Paris 2024 a joué plein, et l'effervescence, le public et tout ce qui peut effectivement rendre encore plus fort, et bien là les résultats en chronomètre sont là. Didier, je pense qu'on peut revenir aussi, toi qui es un peu dans cette partie-là, mais moi j'ai suivi ce combat de cette jeune femme, Jelika Diallo, qui a fait un parcours jusqu'au bout. Il lui a manqué peu de choses, et c'était extraordinaire de la voir combattre. Mais j'ai bien suivi ce combat, puisque je me suis quand même intéressé par la partie depuis des années. J'ai pratiqué 15 ans cette discipline. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'elle a travaillé tellement avec sa jambe avant, elle n'a jamais utilisé son coup de pied arrière retourné, alors qu'elle a placé une fois. Et alors la Brésilienne a fait ça plusieurs fois, ce qui a marqué de claquer le plastron, parce que les plastrons sont équipés de capteurs, et il faut taper avec une certaine pression pour que le coup soit marqué, et la Brésilienne a été beaucoup plus incisive là-dessus, alors que notre Française, elle est restée sur sa jambe avant pour la tenir à distance, et ça n'a pas marqué, puisqu'on ne marque pas de points en tenant la personne un peu plus loin. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que tous ces athlètes-là, pour la première fois, ils se sont préparés d'une manière scientifique, ils se sont entourés des meilleurs. Ils avaient vraiment, ça se faisait en France, donc ils se sont donné les moyens, et je pense que les résultats sont là aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, les Paralympiques, ils n'avaient pas forcément les moyens d'utiliser les meilleurs entraîneurs pour aller chercher des médailles d'or, et je pense que ça a été fait, et le résultat est là aujourd'hui. On passe au samedi, donc c'était le samedi 31 août. Là, on a gagné 8 médailles, donc ça... Il y a du volume, ça monte en puissance. On est bien placé d'ailleurs au tableau des médailles, je crois, Pauline. On était à l'époque dans les 6-7e places. Oui, là, actuellement 4e. Voilà, donc actuellement, donc, si on prend tout le résultat avec les dernières médailles. Le 31 août, donc, médaille d'or, on a en paracyclisme sur piste, on a le Français Dorian Foulon qui a remporté un nouveau titre de champion paralympique en poursuite individuelle, catégorie C5. Et il était déjà médaillé d'or au dernier jeu à Tokyo. Il a réaffirmé sa suprématie en s'imposant une nouvelle fois dans cette épreuve. Après, j'ai parlé d'une médaille d'argent et une médaille de bronze en même temps en paranatation avec Alex et Kylian Portal, qui ont partagé un immense moment de bonheur en montant ensemble sur le podium du 400 mètres nage libre S13, c'est-à-dire les nageurs malvoyants. Alex, l'aîné, a décroché sa 3e médaille de ces Jeux avec l'argent, tandis que son cadet, Kylian, a obtenu le bronze, marquant ainsi sa première médaille paralympique. Médaille de bronze en para-athlétisme, et c'est la première médaille française en athlétisme dans ces Jeux pour le jeune Antoine Pro, qui a seulement 20 ans, décroche une médaille en 1500 mètres en catégorie T46. Il a terminé 3e avec un temps de 3 minutes 51 secondes et 37 centièmes, un record personnel. En paracyclisme sur piste, Alexandre Léoté a ajouté une médaille de bronze à sa collection en terminant 3e du contre-la-montre 1000 mètres dans la catégorie C1-3. Il remporte sa 6e médaille paralympique. Bien qu'il ait amélioré son propre record du monde en catégorie C2, cela n'a pas suffi pour décrocher l'or ou l'argent. Et de son côté, Gatien Le Rousseau, toujours en paracyclisme sur piste, remporte la médaille de bronze sur la poursuite individuelle dans la catégorie C4 en battant
battant son compatriote Kevin Lecomte. Il a bouclé les 4000 mètres en 4 minutes 24 secondes 0,96, laissant Lecomte à plus de 4 secondes, celui-ci terminant une nouvelle fois à la 4e place après Tokyo. Para-tennis de table avec le double mix en catégorie XD7. Flora Vautier, donc pour nous, une jeune femme qui est de notre secteur en Occitanie, et Florian Mérien qui ont dû s'incliner face, bien évidemment, à la paire chinoise Pan Fengfiang et Ying Zhu, qui sont tête de série numéro 1, ne l'oublions pas. Les pongistes français, tous les deux en fauteuil roulant, repartent avec une belle médaille de bronze. Et pour cette jeune femme qui n'a que 19 ans, c'était quand même une très belle performance. Et nous avions aussi un autre double, Esteban Hero et Clément Berthier, engagés ce couple-là en double homme, catégorie MD14, qui ont également obtenu une médaille de bronze après leur défaite en demi-finale contre des Chinois, Kelly Yao et Xu Yang, qui sont eux tête de série numéro 4. Des retours par rapport à ça, 8 médailles ce jour-là, et ça progresse. Et encore une fois, en cyclisme sur piste, on voit qu'il y a des médailles d'or, c'est impressionnant. Et ça progresse aussi en natation avec je pense que ce clin d'œil, si vous l'avez vu, exceptionnel dans cette dernière ligne droite, l'arrivée du grand frère suivi du petit frère, et le petit frère qui va arracher cette médaille de bronze. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette journée-là, qui m'a vraiment, c'est une symbolique extraordinaire. Il y avait du rire et des pleurs parce que le grand frère voulait gagner la médaille d'or, mais en même temps des rires parce qu'il était content que son petit frère gagne la médaille de bronze. Quel beau spectacle. C'est certainement l'image française, en tout cas, de cette journée-là. C'est magnifique. Frère et frère, qui terminent sur le podium, c'est magnifique. Moi, je voudrais juste sortir sur cette journée-là des athlètes français et mettre en exergue un athlète, moi, qui m'a impressionné. Quelque chose, je pense que tout le monde va être d'accord autour de cette table, compte tenu du handicap. C'est cet athlète brésilien en natation, dont je ne suis pas capable de nommer le handicap exact, mais qui effectivement n'a pas de bras, et juste avec son ondulation extraordinaire là, et il n'y a pas eu photo d'ailleurs sur la finale, il a gagné sa place, il a gagné sa médaille d'or sans adversaire presque. C'était vraiment magnifique, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme avec un tel taux de handicap à aller se défoncer et se lancer dans une entreprise telle que celle-là, d'aller aux Jeux Olympiques? Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On a tendance à galvauder ce mot souvent, mais là, c'est pas ordinaire du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais, je me permets juste de donner le nom de ce nageur brésilien qui est Gabriel dos Santos Araujo. C'est ça. Une joie de vivre extraordinaire, et on avait l'impression que c'était un poisson dans l'eau. Voilà, vraiment, on le voyait effectivement, je suis d'accord avec toi sur cette ondulation. C'est un peu comme l'albatros, il est bien lui, voilà. Il est bien dans l'eau et l'albatros en l'air. Et en fait, c'est incroyable. Pour aller dans ce que tu dis, moi ce qui m'a plu, c'est la manière dont il est sorti de l'eau et cette joie qu'il avait, ce bonheur. Et je pense que pour répondre un peu à ton interrogation, ce qui pousse, je pense que c'est probablement ça, c'est de dire je suis capable de faire ça, malgré tout ça, je suis capable de montrer que j'ai des capacités et que je les utilise à bon escient. Bravo à lui en tout cas. Messieurs. Oui André, effectivement, on se rejoint sur les émotions familiales des frères Portal et effectivement le prestigieux nageur qui nous étonne. Et là on met effectivement en exergue toute la partie technique, mentale, Didier nous en parlera, mais toute la partie technique pour aller, quand on voit les nageurs avec leurs membres des premières éditions et qui sont toujours dans la progression, dans la recherche, nager plus sous l'eau, comme nous explique bien notre champion Léon Marchand, mais là effectivement, vu le handicap, aller chercher la technique compte tenu des éléments, c'est indescriptible, c'est faramineux à ce niveau-là. Je pense que pour ma partie, quand je parle du mental, je pense que quand il y a des sports qui naturellement poussent au mental, le vélo, la boxe, la natation, longue distance, sont des sports qui naturellement induisent automatiquement le mental parce que l'effort est dur. Mais quand vous êtes dans le handicap, je crois que vous êtes aussi dans cette dimension-là, dans la même dimension sur laquelle vous êtes obligé de vous sortir le doigt pour aller au plus loin et pour aller encore plus loin. Et ça c'est vraiment important parce que ça fait partie de vos gènes. Vous êtes obligé de vous lever le matin, vous avez envie, vous avez une patate, vous avez de montrer au monde que vous êtes comme tout le monde et que vous êtes vivant et vous pouvez vivre ce moment-là avec les autres. Et ça c'est important, je pense. C'est le gros message que viennent nous montrer ces gens-là. On va parler des autres médailles avec le dimanche 1er septembre où la délégation française a remporté 9 médailles, plus à pas
passe et plus on gagne de médailles. Alors il y a eu une médaille d'or en para-tir sportif avec le quintuple champion du monde français Tanguy de la Forest qui a remporté sa deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Paris en s'imposant dans la finale du tir à la carabine à air couché à 10 mètres en catégorie SH2. Toujours on revient sur le cyclisme, donc décidément ça marche bien. Elle voulait le faire, Marie Patouillet qui a terminé sa carrière en apothéose en remportant la finale de la poursuite individuelle C5. À 36 ans, la Française triomphe en battant sa compatriote Heidi Gauguin, partie sur les chapeaux de roue. Patouillet a réussi à résister aux assauts de sa jeune adversaire pour s'assurer la médaille d'or. Et en paranatation, toujours de l'or, Emeline Pierre a remporté la finale du 100 mètres nage libre S10, offrant ainsi une superbe médaille d'or à l'équipe de France. La Paloise de 24 ans a battu la favorite canadienne Aurélie Rivard, détentrice du record du monde, en signant son record personnel avec un temps de 1 minute 0 secondes 49. Et on passe aux médailles d'argent en paracyclisme toujours. Donc on l'a dit tout à l'heure, Heidi Gauguin, qui bien que favorite de la finale franco-française dans la poursuite, s'est inclinée face à Marie Patouillet à seulement 19 ans et pour ses premiers Jeux paralympiques, Heidi repart néanmoins avec une belle médaille d'argent. En para-athlétisme cette fois, Gloria Agblé-Magnon a réalisé la performance de sa vie en décrochant une place sur le podium du lancer de poids dans la catégorie F20, c'est-à-dire déficience mentale. La Française de 26 ans a remporté la médaille d'argent grâce à un lancer à 14 mètres 43 lors de sa 4e tentative, battant ainsi son précédent record personnel de 13 mètres 90. C'est son premier succès majeur sur la scène paralympique après avoir terminé 10e à Rio et 8e à Tokyo. Et toujours en para-athlétisme, Timothée Adolphe a remporté la médaille d'argent lors de la finale du 400 mètres dans la catégorie T11, c'est-à-dire les déficiences visuelles. Après 2 disqualifications à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, le Français de 34 ans a enfin triomphé au Stade de France accompagné de son guide Geoffrey Lamy. Il s'agit de sa 2e médaille paralympique après l'argent obtenu sur 100 mètres lors des Jeux de Tokyo. Donc de la médaille d'argent, nous repassons médaille de bronze, para-aviron, avec Nathalie Benoît qui est originaire de d'Aix-en-Provence, qui a décroché la première médaille française en aviron en remportant le bronze en skiff PR1. Issue des repêchages, Nathalie a créé la surprise en terminant 3e derrière l'Israélienne Moran Samuel qui a dominé la course du début à la fin. Il y avait aussi le 4 de pointe avec barreur français a également remporté une médaille de bronze en aviron, en para-aviron. L'équipage composé de la barreuse Émilie Akistapas, 36 ans, et les rameurs Grégoire Biro, 21 ans, Margot Boulet, 33 ans, Candice Chaffa, 18 ans et Rémi Taranto, 42 ans. Il a arraché cette médaille à quelques centièmes près, marquant une belle performance pour cette équipe intergénérationnelle. Et enfin, toujours en médaille de bronze, en para-athlétisme, Manon Geneste a décroché sa première médaille paralympique en saut en longueur catégorie T37. Âgée de 36 ans, la Française qui s'était classée 4e lors des derniers Jeux de Tokyo a accédé à la 3e marche du podium grâce à un saut à 4,59 m. Sa meilleure performance de la saison, elle a été devancée par la Chinoise Qiao Niang qui a établi un nouveau record paralympique à 5,44 m et l'américaine Jalynn Roberts qui sautait à 4,77 m. Est-ce que vous avez un commentaire sur une de ces 9 médailles de cette journée ? L'abnégation peut-être sur cette journée-là, quand on voit Marie Patouillet, je cherchais son prénom, qui termine sur les rotules cette journée-là et sur le podium qui fait même un malaise. Et un autre exemple, c'est Tanguy de la Forest. Pauline, tout à l'heure, tu as résumé sa carrière. À 46 ans, il cherchait ses médailles. Il obtient une médaille d'argent 48 heures auparavant et il arrive quand même à se remotiver pour aller chercher une médaille d'or derrière, alors qu'il est battu de rien sur la première compétition qu'il fait. Voilà, c'est l'abnégation, je trouve, qui pour moi prédomine cette journée-là pour les Français. Abnégation, André, bien sûr, tu as raison de le souligner. J'y ajouterai persévérance, parce que quand on voit et qu'on déroule toutes les générations, on s'aperçoit que ceux qui ont confirmé et élevé leur performance étaient déjà pour la plupart à Tokyo, à Rio et Tokyo. Et ils se sont hissés sur le podium pour beaucoup, en pulvérisant les records. Et puis, ce qui laisse beaucoup d'espoir et de lien entre les générations, c'est qu'on a toute cette jeunesse, on entend 19 ans, dont les autres ont 3 Olympiades et arrivent à des âges de maturité, ont persisté, et ça c'est à souligner, dans le handicap, Didier nous en parlera, et c'est pas distingué, mais je veux dire 3 Olympiades en travaillant avec effectivement toute cette recherche et les fatigues supplémentaires qui doivent être très, très difficiles aussi, et c'est remarquable. Je pense que vraiment on a un message très fort qui sont en train de nous envoyer pleine gueule. Parce
qu'on est en train de le prendre plein fer, dire regardez, ils ont la banane, ils se battent pour, ils sont exemplaires dans l'attitude, dans le comportement, et je pense qu'on a nous les valides là-dessus, on sait pas la chance qu'on a, mais je pense que le fait de voir ça nous donne une force, ils transmettent, ils transpirent, je dirais, cette capacité à aller au dépassement, alors qu'on voit même plus le handicap en fait. On le voit plus, on regarde un sport comme on regarde un sport normal, et il n'y a plus cette étiquette de j'appartiens au handicapé. Non, ils appartiennent au monde des sportifs. Pour aller dans ton sens, si on regarde juste un petit exemple sur un para-athlétisme, moi j'ai regardé Gloria Aglé-Magnon qui a réalisé cette performance. C'est une jeune femme qui est en déficience mentale, donc elle oublie les choses, elle ne sait plus faire le geste et elle a besoin de quelqu'un pour lui réexpliquer ça. Et là, quand on voit la performance de cette jeune Française qui fait finalement médaille d'argent, elle a gagné, elle était à 13,90, elle est passée à 14,43, ce qui montre le travail qu'elle a fait. Elle a fait 2 Jeux Olympiques avant, elle est jeune, mais en même temps 26 ans simplement, et elle a réussi, malgré ce problème de déficience mentale, c'est-à-dire qu'elle a un QI qui est assez bas, comme on dit, à faire cette performance. Je voulais le souligner parce que je l'ai vu, j'ai suivi ce geste-là, et on voit vraiment le travail qu'elle a effectué. On va désormais passer aux médailles de ce lundi 2 septembre. Pour l'instant, nous en avons 6, la journée n'est pas finie. Alors en or, c'est du para-triathlon avec Jules Ripstein, 37 ans, qui a été couronné champion paralympique en triathlon dans la catégorie PTS2. C'est la première fois de sa carrière qu'il décroche ce titre. Lui qui possède déjà à son palmarès 4 titres mondiaux et 3 européens. Toujours en paratriathlon, 3 ans après son titre à Tokyo, Alexis Anquincan, porte-drapeau de la délégation française, a remporté une nouvelle médaille d'or aux Jeux paralympiques. À Paris, le Français s'est imposé dans la catégorie PTS4 devant son public et sa famille. Toujours médaille d'or de la boccia avec Aurélie Aubert qui a marqué l'histoire de la boccia française en remportant la médaille d'or en catégorie BC1, accompagnée de son assistante de jeu Claudine Lopsy-Cliville. La vice-championne de France a réussi à rivaliser avec son adversaire Yipting Géraldine Tan, pourtant favorite de la rencontre. On a eu aussi une médaille d'argent, toujours en paratriathlon. Il y a 3 ans, Thibaut Rigaudot avait terminé au pied du podium à Tokyo, mais cette fois-ci, il décroche une magnifique médaille d'argent dans la catégorie PTVI, devant son compatriote Antoine Perel. Malvoyant, il était guidé pendant la course par Cyril Viennot. Et en bronze, du para-badminton avec à domicile Lucas Mazur et Faustine Noël, qui ont décroché la médaille de bronze en remportant le match pour la 3e place du double mixte SL3 SU5. Ils ont battu des Thaïlandais, retrouvant ainsi le podium des Jeux paralympiques 3 ans après leur médaille d'argent à Tokyo. Et enfin, toujours en médaille de bronze du paratriathlon avec Antoine Perel, accompagné de son guide Johan Lebert, qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie PTVI derrière son compatriote français Thibaut Rigaudot. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces différentes médailles, notamment en paratriathlon où ça a bien marché ce matin? Sachant juste que le triathlon, ça avait été décalé, donc c'est vrai que ça a donné une journée très pleine. Parfois compliquée à comprendre, mais il faut le savoir, il faut l'expliquer quand même pour les auditeurs. C'est pas forcément de la faute, ils ont été obligés de décaler à cause des problèmes un peu de la scène, mais en fait ils ont tous plongé ce matin. Ouais, quand on dit que les favoris sont au rendez-vous, là en l'occurrence on a le porte-drapeau qui effectivement fait sa médaille d'or, comme c'était écrit déjà dans les journaux, mais c'est pas où il fallait le faire derrière, magnifique médaille d'or. À plus de 2 minutes du second, il me semble. 2 minutes 46 exactement, ouais. Je me souviens du chrono, c'est impressionnant. Ouais. Il a été brillant et c'est un beau porte-drapeau parce qu'il a bien porté la France là. Ouais, c'est un ancien boxeur d'ailleurs, Didier. Moi j'avais le petit regard que je voulais mettre quand même, on en reparlera peut-être plus tard, mais le boccia que j'ai un peu découvert parce que c'est un sport qui n'est pas connu, et avec cette jeune femme qui nous a impressionnés aujourd'hui, qui a été battre la première, la numéro 1 mondiale, et qui a réussi un parcours. Ce que je voulais dire, c'est dans ce regard, dans cette joie, alors que c'est une jeune femme qui est dans un fauteuil, qui a des problèmes de motricité, et qui grâce à ce sport peut se révéler, et elle a joué une dernière balle, et ça s'est joué dans un suspense extraordinaire parce que la pauvre jeune femme n'a pas vu, à un moment donné c'était un écueil, elle n'a pas vu que son adversaire, il lui restait une balle, elle a cru qu'elle pouvait s'arrêter, donc elle a arrêté de jouer pensant qu'elle pouvait gagner en faisant ça, et elle s'est rendue compte, et là ça a été le suspense jusqu'au bout, attendre la balle de son adversaire. Elle pouvait tout perdre sur ce coup parce qu'elle avait décidé de ne pas jouer son coup. Extraordinaire, et là je pense qu'il y avait une belle émotion, je voulais vous la partager parce que je connaissais pas le boccia, et franchement bravo à ces artistes, respect messieurs dames. Pour les auditeurs, effectivement, ton émotion est pleine, et la boccia c'est quoi? Tout d'abord c'est une activité, une discipline qui est gréco-romaine, donc c'est pas nouveau, même si on l'a découvert. Ça s'assimile à la pétanque, ça se joue avec des boules ou des balles en cuir, 6 balles rouges, 6 balles bleues, un petit cochonnet qu'on appelle blackjack pour jouer, et à l'intérieur sur
des surfaces lisses. C'est très 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 joli, c'est esthétique. Merci à tous pour vos analyses et commentaires. Nous allons rejoindre maintenant Bruno Hamet, qui est directeur de l'agence Bellombra et coordinateur avec toi, André, de Dialogue Sport, qui était sur place à Paris, qui nous livre ses impressions sur ces Jeux paralympiques. Bruno Hamet, bonjour. Tu es directeur de l'agence Bellombra et en même temps le coordinateur de cet événement qui va avoir lieu à Toulouse bientôt au mois de novembre, Dialogue Sport. Mais en même temps, tu es surtout passionné de sport et actuellement tu es sur Paris pour voir un peu les Jeux paralympiques. Et tu m'as dit que tu avais vu donc un peu le rugby fauteuil. Parle-moi un peu de cette ambiance que tu as pu rencontrer dans cette salle de rugby fauteuil. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, je suis sur Paris pour 2 jours. Là, voilà, on voulait prendre un peu le pouls des Jeux paralympiques, l'ambiance, baigner un peu dans cette ambiance des Paralympiques. Et hier, à l'Arena Champ de Mars, nous avons assisté au match Australie-Danemark en rugby fauteuil. Alors, quelle ambiance une enceinte formidable. Ouais. L'ambiance, très bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance ici à Paris. On a vraiment vu des gens sympathiques, des gens très sympathiques. Il y a encore pas mal d'étrangers. Il y a un public un peu plus parisien, effectivement. C'est normal puisque on est quand même dans une timing de reprise scolaire. Donc voilà, il y a du monde. C'est très surprenant et très encourageant parce que voilà, ces Jeux paralympiques me semblent une belle réussite. Alors justement, toi qui es un passionné de sport, tu es passé donc du rugby fauteuil à Roland-Garros pour aller voir là du tennis fauteuil. Raconte-nous un petit peu, je crois que tu as vu un Français d'ailleurs qui a évolué. Alors nous sommes allés aussi à Roland-Garros. C'est impressionnant, voilà, beaucoup d'étrangers aussi sur le tennis fauteuil et 2 matchs. On a vu 2 matchs de Français. On a vu Stéphane Houdet qui jouait pour le second tour sur le central Philippe Chatrier contre un Anglais et victoire de Stéphane Houdet. Voilà, donc très impressionné par l'ambiance, le public derrière les Français. Tout au long du week-end, on s'est aperçu que la ferveur, la passion pour l'équipe de France n'était pas retombée depuis les JO. Donc aux Jeux paralympiques, on a effectivement aussi énormément de supporters français qui sont là, qui soutiennent les athlètes. Et sur le rugby fauteuil, énormément de monde dans les travées de Roland-Garros, bien sûr, mais aussi Suzanne Langlin, sur le cours Philippe Chatrier et dans les cours Jamex. Là, donc, tu voulais dire tennis fauteuil, parce que on est à Roland-Garros. Je resitue. Oui. Alors justement, inévitablement, je vais te poser la question, mais tu as pu accéder au Club France où il se passe des choses assez extraordinaires. Hier, au Club France, on est arrivé, l'ambiance était un peu calme, et puis en milieu de soirée, voilà, donc, les supporters sont venus. Il y avait des matchs avec l'équipe de France, donc les supporters viennent un peu plus tard quand les matchs sont terminés. Il y avait du basket fauteuil, c'était du rugby fauteuil avec les équipes de France. Donc les supporters français sont venus se retrouver. Il y a une communion, c'est très sympathique, vraiment une très belle organisation, des animations très très sympas. On a l'impression de se retrouver un peu dans une ambiance de famille. C'est la famille France qui se retrouve pour fêter les Jeux et surtout notamment les Jeux paralympiques et également les athlètes français. Alors avec une question un petit peu particulière, mais avec ton regard de sportif, de dirigeant d'entreprise, comment tu vois un peu l'impact de ces Jeux sur la perception du handicap en France et dans le monde globalement, parce que tu es dedans, tu vis le truc. Est-ce que tu sens que les choses peuvent évoluer par rapport à ce concept ? Comme je te disais tout à l'heure, on a trouvé une ferveur derrière l'équipe de France paralympique, derrière les athlètes paralympiques. Et dans les gradins, beaucoup de gens qui ne connaissent pas justement les sports paralympiques et qui se renseignaient, voilà, qui très curieux, des gens qui voulaient savoir, impressionnés aussi par les athlètes, la force mentale de ces athlètes, la force physique bien sûr, mais la force mentale de ces athlètes, et aussi passionnés par les règles, par le fait de découvrir aussi des sports qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait des gens à côté de nous qui ne connaissaient pas du tout le rugby fauteuil, qui étaient surpris de voir que ça se joue avec un ballon rond et un ballon de volley, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Un petit peu plus lourd qu'un ballon de volley, oui. Ouais. Un peu plus lourd, voilà, qui était très intéressé à découvrir les règles. Voilà, donc il y a, je dirais qu'il y a un intérêt pour ces sports paralympiques qui se développent. On sent que le public français est intéressé et j'espère que après les Jeux, ça continuera, que les supporters, les spectateurs viendront soutenir aussi les athlètes, voilà, en dehors de l'équipe de France. Écoute, merci pour ce
témoignage dans l'émission Si on parlait de sport. Bruno, on va te souhaiter tranquillement de finir cette belle journée sport paralympique. Il doit y avoir encore des résultats et d'autres sports. On va continuer effectivement sur Roland-Garros pour terminer cette journée paralympique. Mais je voulais aussi te dire, Laurent, il y a une formidable organisation. Moi je suis organisateur aussi d'événements. Tout de suite, quand on est arrivé sur Paris, on a été frappé par l'organisation de ces Jeux paralympiques. Alors j'imagine, je suis pas allé sur les Jeux olympiques, mais j'imagine que ça devait être exactement la même chose. L'organisation et la gentillesse des bénévoles, ils sont formidables, ils ont toujours le sourire, ils sont gentils, et tout de suite ils enclenchent les conversations. C'est très très agréable d'être dans cette ambiance. En tout cas, merci. Ce message est entendu. On le retransmettra bien évidemment à travers ton interview. C'est sympa pour eux. Je pense qu'ils apprécieront quelque part ce témoignage. Merci encore Bruno d'avoir été intervenu. Et je te dis à très bientôt. Bonne continuation pour tes émissions. À bientôt. Merci, au revoir. Merci pour cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission et la deuxième mi-temps avec nos consultants spécialistes de sport, André Lafenêtre, Bernard Pujol et Didier Don. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et c'est reparti dans cette émission. Et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport, André Lafenêtre, directeur général du magazine Sport Région et de Dialogue Sport, Bernard Pujol, qui est vice-président délégué du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, et Didier Don, coach et formateur chez Engage Talent. Je vous propose de revenir sur différents sports qui se sont disputés au cours de cette première partie et qui sont terminés pour certains ou qui sont à mi-course avec un petit débrief sport par sport sur les résultats et puis c'est discipline que l'on connaît un peu moins. Juste peut-être une petite information pour vous et pour nos auditeurs. Les sportifs et les sportives qui vont se défier à l'occasion ça représente 549 épreuves, soit comme je l'ai déjà dit, 220 de plus que lors des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Et Paris 2024 devrait donc décerner 549 médailles d'or et 1647 breloques au total, voire plus en cas d'égalité entre les participants. Au menu, 22 sports et 23 disciplines. On va en voir quelques-unes et je vous propose de reprendre un petit peu le topo sur la boccia, qui est un des sports qui n'est pas dans les Jeux olympiques traditionnellement. Un sport un peu particulier, on l'a abordé rapidement. Bernard, un petit mot de précision sur cette discipline en fait, qui comporte effectivement des balles, il y a un lancer, mais il y a aussi du matériel qui est adapté de temps en temps. Oui, donc 6 balles, rouge, bleu, ce qui s'assimile à la pétanque sur surface lisse. Et effectivement, il y a l'apport des rampes, petites et grandes rampes. Alors c'est très particulier, c'est spécifique, c'est vraiment une découverte extraordinaire dans le détail. Alors les rampes, c'est avec des assistants qui positionnent une boule à un certain niveau de la rampe. Et en fait, les athlètes dans la bouche ont une tige qui permet de pousser cette balle et qui glisse sur cette rampe pour aller rouler sur le terrain. C'est impressionnant, moi j'ai découvert avec grand plaisir et en fait on se laisse prendre au jeu. Pour les amoureux de la pétanque, c'est un petit clin d'œil parce que finalement tu tires ou tu pointes, c'est un petit peu le même esprit. Oui, effectivement. Alors oui, il y a l'assistant et l'athlète qui sur la rampe utilise à l'incidence et va jeter l'objet. Ça demande beaucoup de précision
et de justesse et de trucs. C'est effectivement au même niveau de perspicacité et d'adresse que la pétanque. Les athlètes masculins et féminins sont très très adroits et on s'est pris au jeu de la boccia. Alors voilà, juste deux petites informations pour finir sur ce sujet. Les balles pèsent 275 grammes. Ils sont de composition un petit peu particulière. C'est pas des balles dures, c'est un peu des balles molles, on va dire, en cuir. Et chaque joueur dispose d'un temps limité pour lancer ses 6 balles lors de chaque manche de 4 à 6 minutes en individuel selon les catégories. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dans ce sport, il y aura 11 titres qui seront décernés. Et en France, nous avions jusqu'à présent pas de Français sélectionnés à Londres et à Rio. À Tokyo, il y avait des joueurs sélectionnés, mais aucune médaille. Alors qu'aujourd'hui, nous avons gagné la première médaille d'or. Cocorico et bravo. Voilà pour ce sport. Oui, il y a aussi le para-athlétisme. Alors lui qui comporte une grande variété d'épreuves de course sur piste, de saut, de lancer, bien évidemment l'épreuve reine du marathon sur la route. En fonction de leur catégorie de handicap, les athlètes peuvent disputer leurs épreuves en fauteuil roulant avec une ou plusieurs prothèses. Selon le degré de handicap, les athlètes déficients visuels peuvent être accompagnés d'un guide pour les courses ou être guidés par un entraîneur pour les lancers et les sauts. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce sport qu'est le para-athlétisme? Alors, juste une chose, dans les sauts, il n'y a bien sûr pas de saut à la perche, vous l'aurez compris, c'est trop compliqué. Je pense qu'on fera mieux qu'en valide. C'est déjà bien parti. C'est ça, on aura plus de médailles, on a encore quelques favoris à venir. Certains favoris sont très solides et à mon avis, on va avoir une belle collection de médailles également. On pouvait discuter. André, je t'ai coupé peut-être, tu voulais ajouter? Non, je t'en prie. Oui, nous discutions et nous avions repris sur les duos où effectivement l'athlète est accompagné bien souvent les non-voyants avec la complicité et la totale confiance que doivent effectivement apporter au truc. Quand on court à 15 km/h pour les fondeurs et sur les sprints, c'est un travail inouï et très important. Oui, on s'aperçoit qu'en athlétisme, il y a quand même beaucoup de catégories différentes, comme on disait, que ce soit en fauteuil, avec des prothèses, malvoyants, parce qu'il y a 164 titres décernés différents en athlétisme. Pendant des années, j'ai travaillé un petit peu sur le travaux que font les pilotes de course, sur pilote-copilote. En fait, c'est la notion de conscient-inconscient. Et en fait, il y a une notion, c'est qu'il est totalement en confiance de sa voix et il est capable de réagir à n'importe quel mot, à n'importe quel timbre de voix, n'importe quelle attitude. Et ça, pour moi, c'est de la magie, quoi. Je pense que c'est la magie. Quand on voit la vitesse où ils courent et les informations qu'ils reçoivent et comment leur cerveau traite l'information, pour moi, et je pense même que c'est très utile pour les valides aujourd'hui. C'est qu'en fait, ils vont modifier aussi le comportement et l'attitude, la performance de chaque individu dans la vie au quotidien, puisqu'en fait, c'est quand même un laboratoire. Hein. Alors, quand on voit justement la course avec Timothée Adolphe, et ce qui était impressionnant à voir, c'était très bien décrit à la télévision, c'est la synchronisation qu'ils ont dans la ligne droite, dans le virage, parce qu'ils sont attachés, ils ont un fil qui les tient. Et il faut savoir que, si j'ai bien compris, c'est que l'assistant, le guide, n'a pas le droit de dépasser son coureur, il faut le préciser. C'est-à-dire qu'il y a eu des éliminations à cause de ça d'ailleurs. C'est-à-dire que la règle, c'est que l'athlète non-voyant, lui, doit passer le premier la ligne et l'autre doit être un tout petit peu en retrait derrière, mais il faut une synchronisation extraordinaire. Oui, c'est vraiment un couple magnifique et ça doit être le fruit d'un travail vraiment assidu parce que courir avec quelqu'un, on a tous essayé de courir en tenant la main à quelqu'un. On a failli tomber tous les uns. Donc voilà, donc c'est un beau couple et une très belle épreuve. Ce que disait Didier sur la compensation d'essence, effectivement, et on le sait, quand on est déficient sur le toucher, l'ouïe, la vue, effectivement, on se rend compte qu'on développe parce qu'on utilise beaucoup plus. Et le valide, entre guillemets, Didier doit beaucoup progresser sur les 5 dont il bénéficie et encore aller plus loin. Pour avoir un petit peu travaillé sur le Coréen qui est champion olympique de tir à l'arc, il est à 2 dixièmes sur un œil et 3 dixièmes sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il a développé d'autres sens, beaucoup plus puissants, notamment son corps, son ressenti par rapport à la cible. Et on lui avait posé la question, et s'il pouvait voir comme les autres, il dit peut-être que je ne serai jamais champion olympique. En parlant du para-athlétisme, on va revenir sur les 3 derniers bilans français. Donc à Londres, en 2012, on a eu 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. À Rio, en 2016, 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. Et à Tokyo en 2021, pour la délégation française en para-athlétisme, on a eu 1 médaille d'or, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, en espérant faire mieux cette année à Paris, à domicile. Voilà, et pour conclure sur ce sujet, on rappelle 164 titres qui seront décernés, ce qui explique qu'il y a plein de catégories. Bien évidemment, vous l'aurez compris, pour une histoire de justice, il y a ce qu'on appelle un tableau de classification qui est bien sérieux, qui est bien mis en place, et on ne peut que concourir qu'à partir du moment où on est passé un certain nombre d'examens.
ça c'est important de bien le noter, et pour que ça soit le plus juste possible et que les athlètes puissent concourir dans des catégories qui correspondent par rapport à leur handicap. Voilà, ça explique aussi pourquoi il y a autant de compétitions, mais ça permet à un maximum de gens handicapés ou handisport de participer à des épreuves sportives. Para-aviron, donc là c'est en bateau, donc là aussi il y a une adaptation parce que c'est de la navigation. Une petite chose sur le para-aviron, ce sont des courses qui se déroulent sur une distance de 2000 mètres, et il y a 3 types d'embarcations. Selon le type de handicap concerné, le sport peut en effet se pratiquer seul avec 2 rames en catégorie PR1, dans un équipage mixte en catégorie PR2 avec 2 rames chacun, ou encore dans un équipage à 4 en catégorie PR3 avec une rame chacun et un barreur. Voilà, jusqu'à présent. Et donc, dans ces compétitions paralympiques, il y aura 5 titres qui seront décernés. Un petit mot sur ce sport-là. Non, vous n'êtes pas un spécialiste. Ça rame, c'est clair. On l'a vu à l'instant. Donc, simplement les derniers bilans français. Londres, 2 médailles d'argent. À Rio, 2 médailles de bronze. Et à Tokyo, 2 médailles de bronze. On espère en faire un petit peu plus avec l'aviron. On va enchaîner avec le para-badminton qui a fait son entrée aux Jeux paralympiques pour la première fois aux Jeux de Tokyo en 2021. Alors le para-badminton est joué aux Jeux paralympiques par des athlètes présentant différents handicaps physiques dans 6 catégories différentes. Il y a 16 titres qui sont décernés au para-badminton. Il faut savoir que ce sport se joue sur un terrain de badminton classique. La hauteur du filet est de 1m55, comme pour le badminton ordinaire chez les valides. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sport qu'est le para-badminton ? Alors moi, je me suis attardé, je ne sais plus quel jour c'était, vendredi, samedi, sur les matchs de badminton en double mixte. Et là aussi, je trouve que le terme de couple est important parce que les handicaps sont différents et l'un compense l'autre. Et je trouve ça très harmonieux et j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire à suivre et vraiment du très très haut niveau, magnifique. On va revenir sur les derniers bilans français. Donc je l'ai dit, le para-badminton a fait son entrée à Tokyo en 2021 où on a eu une médaille d'or et une médaille d'argent dans cette discipline. Alors du badminton, on a encore des joueurs en compétition là, qui vont se faire d'ici cette semaine. On est passé du double, on va passer à l'individuel et on a des espoirs de titres encore. Ce soir, je crois qu'il y a aussi un titre qui va se jouer. Donc regardez, c'est une très belle discipline. On revient, on va reparler un petit peu du paracyclisme sur piste. Sachez que donc il y a 17 titres qui seront décernés à l'occasion de ces épreuves. Là aussi, on a eu de beaux résultats. Le cyclisme sur piste, c'est quand même une des spécialités un petit peu françaises. Globalement, vous avez un regard sur ces champions. On a parlé tout à l'heure de Patouillet, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire les uns les autres ? Effectivement, c'est une spécialité française, mais maintenant ça devient une spécialité paralympique parce qu'on a un peu moins brillé, à part avec notre Occitan sur la piste, que habituellement sur les Jeux olympiques. Vraiment une belle équipe de France paralympique sur piste. Je pense qu'on va avoir quelques médailles là-dessus. On a François, le Français Dorian Foulon, là, qui nous a gagné une médaille d'or, on en a vu tout à l'heure. On a aussi Alexandre Lyoté qui ajoute une médaille de bronze. Donc on a parlé de Marie Patouillet largement. Et Heidi Gauguin qui est médaille d'argent. On a fait une double dans cette finale-là. Enfin, c'est une discipline qui marche bien. À mon avis, là, le travail a été bien fait. Et tu parlais tout à l'heure, les leaders, on les attendait. Là, dans ce Paralympique, ils sont présents. Voilà, donc ça c'était le cyclisme. On va arriver dans une discipline bien évidemment que vous regardez, on en a déjà pas mal évoqué, c'est la paranatation, Pauline. Ouais, la paranatation qui est ouverte, qui fait partie il y a peu de disciplines qui est ouverte à tous les athlètes. Donc là, les nageurs sont acceptés, peu importe la situation de handicap, que ce soit physique, visuel ou mental. Tous les styles de nage sont au programme des Jeux paralympiques, que ce soit la brasse, le dos, le papillon, la nage libre, les nages combinées. Et la plupart des types d'épreuves, à l'exception des courses de demi-fond, le 800 mètres et le 1500 mètres. En fonction, il est important de souligner qu'il y a des adaptations quand même pour la paranatation. En fonction des catégories de handicap, les règlements sont aménagés afin d'adapter les distances de nage, les départs ou encore les règles s'appliquant aux techniques de nage et de virage. Que ce soit pour les déficients visuels, ils ont des assistants pour les prévenir qu'ils approchent du bord, des assistants qui aident certains nageurs pour les mettre à l'eau ou les récupérer, les positions
de départ qui varient en fonction du handicap, même à l'intérieur d'une catégorie identique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la paranatation ? Oui, Pauline, tu viens de dire effectivement que c'est grandement ouvert, puisque 141 titrés recevront les breloques. Et dans l'eau, on se rend compte qu'effectivement, tous les handicaps sont représentés, sont compétitifs. Et c'est c'est merveilleux de voir comment les corps et les performances se réalisent dans les bassins. C'est vraiment très, très intéressant à suivre et très curieux à regarder. Ce qu'on peut remarquer surtout, c'est que en fait, par rapport aux différents Jeux Olympiques, on voit cette année, il y a vraiment une vraie révolution au niveau de tous les athlètes, et surtout les Français, qui en fait marquent des points un petit peu dans toutes les disciplines. Et quand on voit les Jeux de Londres ou les Jeux de Tokyo, ils n'étaient pas forcément présents, alors que maintenant ils sont en train de bien avancer et de marquer des points, notamment en paranatation, quoi. Il y a une chose qui est super importante qu'on n'a pas évoquée, c'est l'usage de prothèses en paranatation ou de matériel d'assistance qui est interdit, et les nageurs non-voyants portent des lunettes opaques pour une égalité parfaite au départ de l'épreuve. Et on reparle aussi du nombre de titres qui sont décernés dans ces compétitions, puisqu'il y en a 141 médailles d'or qui vont être remises, qui représentent énormément. Justement, on reparle de catégories là-dessus. Didier, tu parlais du dernier bilan. Juste pour Londres, il y avait 8 médailles, 2 en or, 3 en argent et 3 en bronze. À Rio 2016, 3 médailles, 1 en argent, 2 en bronze. Et à Tokyo, 5 médailles, 2 en argent et 3 en bronze. Et on retrouve dans ces gens-là, il y avait déjà Alex Portal et Hugo Didier, voilà, qui découvraient leur jeu, et déjà ils viennent de nous montrer qu'ils étaient à nouveau capables d'aller gagner des médailles. Voilà, donc sur la partie, on pourra en parler longtemps, parce qu'effectivement, la natation, il y a beaucoup de disciplines. On va pouvoir continuer à les suivre tout au long de la semaine. Je vous encourage à regarder et à supporter tous ces athlètes. De là, on va passer sur le para-taekwondo, qui était un sport aussi où on a des titres, et cette année, il y aura 10 titres qui seront décernés aux Paralympiques. Un petit mot sur cette discipline, juste que je voudrais que tu reviennes sur la partie technique, qu'on explique bien aux gens que le taekwondo, on ne donne pas de coups de poing, il y a pas c'est vraiment avec les pieds, et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus sur la manière de toucher? Comment ça se passe exactement? Alors, ils ont des capteurs à l'intérieur du casque et à l'intérieur du plastron, et il faut qu'il y ait une certaine pression sur le plastron pour que le compteur soit validé. Donc si c'est juste touché, effleuré, ça ne marque pas. Il faut que le coup soit porté, et parce qu'ils ont leur bras ou une partie d'eux pour se protéger, et ils doivent se déplacer pour utiliser ça. Mais c'est le coup porté, marqué, qui va faire démarrer le compteur au niveau des points. Mais Didier, pas n'importe quel coup et pas n'importe comment. C'est important de le préciser, parce que je crois qu'on ne peut pas taper n'importe où. On tape au niveau du plastron et au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, le plastron c'est 1 point, et le point à la tête c'est 3 points. Donc à chaque fois qu'il y a une touche au casque, le plastron indique 3 points, et ainsi de suite. Donc on se retrouve, en fait c'est de l'escrime, tout simplement. C'est l'escrime avec des jambes sur lesquelles on a une zone de contact où il faut appuyer. C'est-à-dire c'est le ventre, c'est les côtes, et c'est la tête, et c'est le casque. Là, les points sont marqués par le mouvement, par le déplacement. Donc on les voit, ils ont vraiment les bras en bas, pour ceux qui ont un bras, mais ils se servent de cette partie-là pour protéger et se déplacer, pour éviter le coup et pour remiser instantanément. Mais on ne tape pas avec les poings. On ne tape pas avec les poings. Et on a un casque de protection. Et un casque de protection, mais aussi qui est capté de capteurs. Donc ça veut dire qui vient valider. Et là, il y a en plus la vidéo, c'est qu'en fait, ils peuvent vérifier que le coup est allé. Souvent, on a 2 athlètes qui tapent en même temps, par exemple, et c'est le premier qui arrive sur le tout qui marque le point. C'est important de le préciser pour les parents qui écoutent éventuellement cette notion-là, parce que c'est pas toujours évident de comprendre. Et il n'y a aucun danger, puisque les coups sont portés, mais sans danger. Pour en avoir fait 15 ans, c'est une discipline très intéressante. Tu as l'air d'être encore tout à fait normal. Quand on voit Didier et son visage, chers auditeurs... mais ça, c'est la boxe. Mais ça, il ne faut pas le dire. Il n'y a aucune trace. Aucune trace. On relèvera qu'on a donc déjà une championne dans cette... Et surtout, c'est la première médaille olympique en taekwondo chez les Paralympiques. Jelika Diallo, on peut le redire, Exactement. Médaille d'argent. Voilà, très bien en tout cas. Voilà, c'était important de faire ce petit détail-là et de parler de ce sport qui, effectivement, est intéressant. Et j'aime bien l'image que tu as donnée
donné, c'est de l'escrime avec les jambes en fait finalement. C'est des petits touchés, il n'y a pas de violence en tant que telle, c'est de la technique. Et la brésilienne qui effectivement a gagné, a su jouer, on voit l'intelligence, elle savait comment taper et elle a bien joué le coup. Donc en taekwondo, dernier bilan en 2012, c'était pas au programme, Rio pas au programme et à Tokyo aucune médaille. Voilà le bilan, donc déjà cette année on est en avance. On a déjà fait mieux. On va désormais passer au paratennis de table, qui était déjà au programme des premiers Jeux paralympiques de Rome en 1960, où seuls les pongistes en fauteuil avaient alors le droit de participer. Maintenant, il y a 11 catégories différentes pour cette discipline. Le paratennis de table a une histoire liée aux Jeux bien plus longue que son équivalent olympique, qui n'a fait son entrée aux Jeux qu'en 1988. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est la 3e discipline paralympique par le nombre d'athlètes engagés. Le paratennis de table qui fonctionne très bien. Il y a 31 titres décernés pour cette discipline. Est-ce que vous pouvez nous peut-être une petite réaction sur ce sport ? Bon, juste un mot à propos de Lucas Didier, qui est le frère d'Hugo Didier, notre champion paralympique de natation. Son frère, qui, je crois, a le même handicap, et lui en équipe de France paralympique tennis de table. Donc on va suivre avec attention l'évolution de cette graine de champion. Et puis, puisque tu cites Lucas Didier et que c'est du local, on va quand même noter que Flora Vautier, qui a aussi gagné la médaille de bronze, et de l'ASPC Nîmes, donc dans notre région, et Julien Michaud, qui est aussi du tennis club de Laurentin. On va suivre bien sûr leur parcours. Voilà. Tu avais peut-être précision sur les 3 derniers bilans, Pauline. Ouais, à Londres en 2012, on a eu 3 médailles d'argent et 5 de bronze. À Rio en 2016, 2 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Et à Tokyo, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. On verra si on arrive à faire mieux. Pour l'instant, on a 1 médaille de bronze en équipe mixte. Mixte, tout à fait. Et on va passer donc du tennis de table au tir à l'arc. Moi, que j'ai trouvé spectaculaire. D'abord, le cadre est exceptionnel. Quand on voit ces images, imaginez-vous tirer sur cette distance. On est face aux invalides, c'est sublime. Je pense que les tireurs, que ce soit en olympique ou en tir à l'arc paralympique, se sont régalés. On a encore vu des choses cet après-midi extraordinaires. Donc, nombre de titres qui vont être décernés, 9. Tir à l'arc, vos impressions, les faits qu'on a pu voir. D'un côté, en olympique, on a vu à un moment donné qu'on gagne sur un fait de jeu avec un petit coup de vent qui permet de donner un score. Mais là, on a vu cet après-midi encore un petit quelque chose qui était aussi un fait de jeu, comme on dit. Est-ce que vous avez des petits commentaires, messieurs, les consultants ? Alors, je rappelle, cet après-midi, on a vu, c'était un match qui se passait, qui était très bien pour les Français. C'est un mixte hommes et femmes. Ils étaient bien lancés, tout allait bien. Ils font un 10-10 et dans la dernière flèche, malheureusement, pour une raison qu'on a du mal à comprendre, la flèche est partie juste un petit peu après le temps, parce qu'il y a un temps pour tirer. Et donc, cette jeune femme qui fait un 10, qui l'aurait qualifié pour le tour, finalement fait 0. Et il s'écroule. Là, on parlait du mental tout à l'heure, Didier. Et on voit que les deux tireurs qui après doivent reprendre la main et relancer, qui étaient lancés 10 se retrouvent à 8-8. Et finalement, tout doucement, ils coulent, comme on dit, et ils perdent ces 8e de finale. Ils sont éliminés. Alors que si cette flèche de 10 était restée, ils auraient passé avec 10 points d'avance, ce qui est terrible. Et on voit cette jeune femme qui est complètement déstabilisée, qui moralement est plus là, une grande détresse, alors qu'ils étaient leaders à cause de cet incident. Donc quand on est dans une notion de progression et la confiance s'installe petit à petit, et dès que vous avez un gros choc émotionnel qui vous fait sortir du système de performance que vous êtes en train de construire pas à pas, et là il faut apprendre à se remobiliser. C'est le sport de haut niveau, et tous les athlètes ne traitent pas l'information de la même façon, et je pense que ce qui a manqué à cet athlète, c'est de trouver l'énergie pour pouvoir se remobiliser et aller chercher les points nécessaires pour remonter la pente, tout simplement. Didier, effectivement, on voit que dans tous les sports confondus, paralympiques ou autres, on parle souvent de la bulle. Elle dérange quelquefois le spectateur ou le téléspectateur parce que ça rend un peu antipathique ou sans saveur l'humain. Mais effectivement, ce fait de jeu a dû extraire cet athlète de la bulle. Et
s'est trouvée un petit peu en déficience et il y a eu une fuite du mental parce qu'elle a dû sortir de cette bulle, elle a été déstabilisée. Les Américains appellent ça zone, la zone dans laquelle à un moment donné je suis tout à fait compatible avec mon potentiel et l'événement que je suis en train de faire. On voit un Dupont, c'est quelqu'un qui parle pas, il est seul, il est dans son monde. On voit un marchand, un Léon Marchand, il est dans son monde, il est en train de construire sa performance dans sa tête. Et tout ce travail-là qui demande quelques années pour traiter les pensées, traiter l'information dans cette situation avec tous les paramètres qu'il peut y avoir extérieurs, mais vous n'êtes absolument pas touché par ça. Vous êtes dans votre environnement et vous êtes même en train de calculer le nombre de respirations que vous avez parce que vous savez que vous êtes en paix et c'est là-dedans que vous allez mettre en place tout ce potentiel-là dans l'événement que vous allez construire, là, dans les secondes qui vont suivre. Et on va terminer cette mi-temps par le paratriathlon. Donc je le rappelle, c'est un enchaînement de 3 disciplines, 750 mètres de natation en eau libre, 20 km de cyclisme et 5 km de course pour une durée totale d'environ 1 heure pour les meilleurs. La discipline ne fait pas de différence de parcours entre les épreuves féminines et masculines. Il existe 9 catégories différentes pour la compétition de paratriathlon. Je le rappelle, il y a quelques adaptations pour la pratique du paratriathlon. Les triathlètes qui ne peuvent pas courir effectuent le parcours cycliste à handbike et le parcours de course en fauteuil roulant d'athlétisme. Les triathlètes déficients visuels doivent effectuer la totalité du parcours avec le même guide et le parcours cycliste sur un tandem. Et enfin, le règlement autorise les triathlètes des catégories PT1 et PT2 à bénéficier d'une aide humaine lors des transitions natation vélo et vélo course pour les aider par exemple à se déplacer, s'habiller ou mettre en prothèse ou à s'installer dans leurs engins de sport. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette discipline qui est le paratriathlon? On a déjà 2 belles médailles d'or. Voilà, ça il fallait le dire et c'est bien. Et puis le triathlon, c'est un sport nouveau, c'est l'esthétisme, c'est des sports qui réunissent toutes ces disciplines. Et quand on voit l'adaptabilité, comme Pauline vient de le dire, avec les aides, avec tout ce qui peut se faire et se réaliser malgré les handicaps, le triathlon a toute sa part belle et c'est vraiment très plaisant à voir, c'est télévisuel, c'est vraiment très adapté aux Paralympiques. On a un peu moins parlé de la pollution de la Seine, là, pour le coup. Ouais, parce qu'effectivement, Didier le disait, on s'est beaucoup plaint parce que l'eau est chaude, l'eau est froide, comme disait Lucas. Quand on part en dehors de la France et qu'on regarde ailleurs, on se sent meilleur parce qu'on plonge dans des eaux froides, usées, sales, et on ne revient pas malade. Il ne faut pas d'incident diplomatique. Mais je crois que le Paralympique nous donne la leçon. Il fait chaud, il fait froid, il fait truc, on y va, quoi. Et ça c'est une grande leçon, Didier, tu l'as dit. Et on l'apprend dans le fauteuil tous les soirs. On s'endort mieux et on se réveille sans douleur le matin. On va revenir sur les 3 derniers bilans français. Donc Londres, le paratriathlon n'était pas au programme. À Rio en 2016, on a eu 1 médaille de bronze. À Tokyo, 1 médaille d'or, 1 médaille de bronze. Donc on a déjà fait mieux. Là, à Paris, on a fait 2 médailles d'or, 1 d'argent, 1 de bronze et 1 d'or, notamment grâce au porte-drapeau de la délégation française, Alexis Anquincan. Bah écoute, super, bonne mi-temps. Merci à tous les 3 en tout cas pour vos témoignages. On va continuer cette émission. On va aussi vous souhaiter de la suite parce que là, cette semaine, ça termine. Encore une belle semaine, profitez-en. Même si c'est la rentrée, c'est pas terminé pour les Jeux Paralympiques. Et tout de suite, on va aller place à la prolongation avec un petit jeu qu'on vous propose. Le saviez-vous? Chronique spéciale sur les Jeux Paralympiques que vous a préparé Pauline. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour Le Saviez-vous, chronique spéciale sur les Jeux Paralympiques. Dans cette chronique, nous allons explorer divers aspects essentiels des Jeux Paralympiques que l'on ignore souvent. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, depuis un bon moment. On est préparé. C'est Didier qui nous a préparé. Oui. Alors, c'est pas pareil que le quiz traditionnel, parce que là, je vais poser une question. Vous allez devoir répondre sans réponse possible. Quoi ? Première question. Quelle est l'origine du terme paralympique et que signifie-t-il ? Je vous donne la réponse. Ouais. Le terme paralympique est formé à partir du préfixe para, qui signifie à côté en grec, indiquant ainsi que les Jeux paralympiques se déroulent parallèlement des Jeux olympiques. Maintenant, vous le savez. Là, on progresse. Deuxième question. À quels athlètes les premiers Jeux paralympiques étaient-ils réservés ? Tennis de table ? Ah, non, j'ai dit une discipline. Ouais, c'était pas une discipline, c'est plus le handicap. Exact. À quels athlètes les premiers Jeux paralympiques étaient-ils réservés ? Fauteuil. Exactement. À l'origine, les Jeux paralympiques étaient réservés aux athlètes en fauteuil roulant. Troisième question, quand la compétition s'est-elle ouverte à d'autres formes de handicap comme les amputations ou les déficiences visuelles ? Une date à proposer. De l'échelle d'où à où ? 88. Pas loin. Ah. Un peu moins. 84.
Non, il s'agit de 1976. La compétition s'est ouverte aux autres formes d'handicap, comme les amputations ou les déficiences visuelles. Prochaine question. Quel est le symbole des Jeux paralympiques et que signifie-t-il ? Je rappelle, le symbole des Jeux paralympiques n'est pas constitué d'anneaux. Il est différent de celui des Jeux olympiques. Ouais, ça ressemble un peu à une flamme. Comment ? Les 5 handicaps ? Non, le symbole des Jeux paralympiques se compose de 3 croissants appelés agitos, qui signifie « je bouge » en latin, exprimant ainsi l'idée de mouvement. Je crois que vous avez bien fait de venir. Hein. C'est très bon. Le saviez-vous ? C'est bien C'est le saviez-vous. C'est saviez-vous. 5e question et avant-dernière. Quelles sont les couleurs du symbole paralympique et pourquoi ont-elles été choisies ? Alors, je rappelle, on parle d'agitos, voilà, pour vous remettre un peu dans la tête les couleurs du symbole. De ce symbole. Vous l'avez en tête, ce symbole ? Si je vous parle, si je vous dis l'arche, le monument mort de Paris, ils sont dessus. Il y a un jaune, il y a un bleu. Non, mais on ne triche pas, André. Il y a un rouge, un bleu. Le ciel, la flamme. Un vert. Il y en a 3. Et voilà. Bleu, flamme. Les couleurs utilisées sont le bleu, le vert et le rouge. Sont celles que l'on retrouve sur tous les drapeaux nationaux, comme tous les anneaux olympiques. Bon, on a tous les 3 réussis là, on est bien, André. Et ça maintenant vous le savez. C'est-à-dire que j'ai une mémoire qui capte l'image, mais après je ne sais pas quoi ça sert. Dernière question, que représente la devise paralympique ? L'esprit en mouvement. C'est le mental qui bouge. Je vous donne la réponse. Ouais, Ce symbole mal. incarne également la devise paralympique, l'esprit en mouvement, reflétant la détermination et la force de volonté de chaque athlète paralympique. Ce qui était pas mal, ce que tu disais dans l'esprit, c'est le mental. Finalement, il y a une forme de mental. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez, merci à tous pour votre participation. Ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous tous. C'est la fin du match et de cette 64e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et fin du match de cette 64e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Pauline. Oui, on va débuter jusqu'au 8 septembre du cyclisme avec la suite et la fin du Tour d'Espagne, donc la Vuelta. Et du 31 août au 9 septembre en football, Coupe du Monde femmes des moins de 20 ans en Colombie. Du 1er au 8 septembre, toujours du cyclisme avec le Tour de Grande-Bretagne. Le 5 septembre, rugby Pro D2, deuxième journée avec Béziers-Biarritz. Le 6 septembre, vous pouvez retrouver du football avec la Ligue des Nations, la première journée avec la France qui affronte l'Italie, du rugby avec la deuxième journée de Pro D2 où Montauban affronte Mont-de-Marsan et Colomiers reçoit Aurillac. Du 6 au 8 septembre, Moto Grand Prix avec le Grand Prix de Saint-Marin à Mizzano. Superbike aussi, championnat du monde avec le Grand Prix de Magny-Cours en France. Et judo avec le Grand Slam à Budapest. Le 7 septembre, du rugby avec la première journée de Top 14 où Bayonne reçoit Perpignan, Castres reçoit le Racing 92 et Montpellier affrontera Lyon. Le 8 septembre, Jeux paralympiques avec la cérémonie de clôture à Paris. En motocross, Grand Prix de Turquie du MXGP à Afyonkarahisar en Turquie. Triathlon, Coupe du Monde à Carlo Rivari en République tchèque. Et rugby, Top 14, première journée, Vannes-Toulouse. Le 9 septembre, du football avec la Ligue des Nations où la France affrontera la Belgique. 11 et 15 septembre, cyclisme sur route avec les championnats d'Europe qui ont lieu en Belgique. La semaine prochaine marquera la suite et la fin des Jeux paralympiques. À cette occasion, nous vous proposerons avec l'aide de nos consultants sportifs d'analyser et de débriefer les moments forts de ces Jeux. Nous tirerons un premier bilan de ces compétitions en revenant sur les moments marquants de la cérémonie de clôture. Nous nous poserons aussi la question « Et maintenant, quelle suite pour le sport français ?» Alors si vous souhaitez revivre les émotions de cette édition exceptionnelle, rendez-vous la semaine prochaine pour notre match retour. Merci à nos consultants spécialistes de sport, vous avez été géniaux. Merci André Lafenêtre, directeur général du magazine Sport Région, co-organisateur de Dialogue Sport, Bernard Pujol, vice-président délégué du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, et Didier Don, coach et formateur chez Engage Talent pour votre participation dans l'émission Ici on parlait de sport, et aussi à Bruno Hamet, directeur fondateur de l'agence Bellombra, et Sabine Salmon, présidente du comité handisport de Haute-Garonne pour leur intervention. C'est la fin de cette 64e émission spéciale Jeux paralympiques de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission, au magazine Sport Région qui nous accompagne avec l'agence de communication Bellombra et à Dialogue Sport, nos partenaires qui sont avec nous pour ces émissions spéciales Jeux olympiques et paralympiques. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien
Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Et merci Pauline, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse et la préparation à la réalisation de cette émission. Merci Laurent, et nous vous attendons la semaine prochaine pour le bilan de ces Jeux paralympiques Paris 2024 avec nos consultants. Nous plongerons à nouveau dans l'ambiance de ces Jeux pour débriefer l'ensemble des résultats et les médailles de nos athlètes français. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.